Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette interview spéciale avec le président de l'association Chamilo. Donc Chamilo, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne, open source, utilisée par de nombreuses institutions et organisations éducatives dans le monde. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer le président de l'association qui supervise les développements et les initiatives autour de Chamilo, Yannick Warny. Yannick, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'être ici et de pouvoir discuter du projet de Chamilo. Merci à toi. Pour commencer, peux-tu nous expliquer brièvement c'est quoi Chamilo et c'est quoi son objectif? Bien sûr, donc Chamilo, c'est un système de gestion de l'apprentissage en ligne. On dit souvent LMS pour Learning Management System en anglais. Système de gestion de l'apprentissage. Qui est open source ou de logiciel libre en bon français, ce qui signifie que son code est accessible à tous et qui peut être utilisé, enfin le logiciel lui-même peut être utilisé librement, accessoirement aussi gratuitement. Donc ça veut dire que si on télécharge soi-même le logiciel et qu'on l'installe, on peut l'utiliser sans aucun frais autre que notre temps pour l'utilisation du logiciel. L'objectif principal de Chamilo, c'est de faciliter l'apprentissage en ligne en fournissant une plateforme flexible et intuitive pour les enseignants, les formateurs et les apprenants. Et on cherche à soutenir l'éducation en général à distance et l'apprentissage hybride en permettant aux utilisateurs d'accéder à du contenu éducatif où qu'ils se trouvent et à leur propre rythme. Et quand je dis utilisateurs, on parle vraiment des utilisateurs dans le monde entier, quoi. C'est-à-dire que Chamilo est utilisé dans plus de 180 pays. Voilà, donc ça touche quand même pas mal de monde. D'accord, c'est un super objectif, ambitieux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique et comment l'association Chamilo s'est créée autour de ce projet? Ouais, donc l'histoire du projet Chamilo remonte à 2010, un petit peu avant 2010, puisque 2010 ça a été le 18 janvier 2010, ça a été la publication de la première version de Chamilo. Donc on garde ça comme anniversaire de Chamilo le 18 janvier. Donc ça fait déjà 13 ans maintenant. Et donc certaines personnes qui étaient impliquées dans un autre projet LMS open source ont décidé, pour des questions principalement philosophiques et pratiques, de se séparer du projet antérieur et de créer leur propre solution. Alors quand on dit créer, on a fait un fork, quoi, c'est-à-dire qu'on est reparti des bases de cette solution-là pour pas repartir de zéro. Et on a sur cette base développé le logiciel Chamilo qui, depuis ce moment-là, est autonome, je veux dire indépendant, comme solution. Alors l'association Chamilo, ça a été fondé officiellement la même année, un peu plus tard, juste une question de processus administratif, mais dans le but de promouvoir cette nouvelle plateforme d'apprentissage, de la faire se développer comme solution open source. Et donc, quand je dis promouvoir, c'est principalement faire la promotion du fait qu'elle est disponible, qu'elle est gratuite, qu'elle est utilisable librement, etc. Et donc, depuis ce moment-là, on a grandi en nombre d'utilisateurs. Il faut savoir que la première année, en 2010, je crois qu'on avait terminé l'année avec 2000 utilisateurs, incluant les apprenants. Et depuis, donc cette année-ci, on vient de dépasser les 34 millions d'utilisateurs historiques, c'est-à-dire qui ont utilisé à un moment ou à un autre la solution Chamilo. Et donc voilà, on a eu une bonne croissance. Il faut savoir que maintenant, on a plus ou moins 1 million d'utilisateurs en plus tous les 3-4 mois, quoi. Donc ça avance assez vite. Donc utilisateur historique, hein, je répète. Et c'est donc je le disais avant, c'est une communauté qui se répartit sur environ 180 pays. Donc ça veut dire aussi qu'au niveau multiculturalisme, la solution elle-même est bien préparée pour aborder l'éducation un peu sous tous les angles, quoi. Enfin, l'éducation, la formation, ça c'est utilisé autant dans le milieu académique que dans le milieu professionnel. Et donc l'association elle-même coordonne ça, et la communauté mondiale joue un rôle crucial dans le développement et l'amélioration continue de Chamilo, puisqu'elle participe à son développement, soit en recommandant de nouvelles fonctionnalités, soit en faisant des commentaires sur des fonctionnalités existantes, soit en participant directement au développement de ces fonctionnalités. D'accord. Tu as parlé un moment d'un fork. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un fork pour les auditeurs? Un fork, en fait, c'est une
copie, donc en termes de logiciel, c'est une copie qui est faite à un moment donné et qui va permettre par la suite de faire une séparation. Donc, on représente souvent ça sous forme d'un arbre avec différentes branches. Donc, D'accord, on une nouvelle a branche. un projet de base et puis sur ce projet, ben, on peut avoir différentes branches qui partent. Le moment où ça se sépare, je veux dire, c'est un fork, hein, comme une fourchette quoi en D'accord. français. Et donc, on a ce moment de séparation, s'appelle un fork, et puis on a des branches différentes. Et ces branches, les ramifications, deviennent des projets indépendants. On peut avoir au sein d'un même projet différentes branches qui sont des variations du projet lui-même et qui sont acceptées comme étant partie du projet lui-même. Mais à partir du moment où le leadership du projet est remis en question et où la vision vers l'avenir du projet est remise en question, là, on a une séparation qui est un peu plus forte et on a une séparation en plusieurs projets. Voilà. Et donc, c'est arrivé pour Chamilo. Enfin, Chamilo est un fork de troisième génération, en fait, d'une solution qui initialement s'appelait Claroline, puis Dokeos. Et Moodle a également subi des forks, hein, donc pour parler de Moodle un petit peu. Donc Moodle est notre grand équivalent au niveau open source dans solution Moodle, c'est la learning. solution anglo-saxonne, australienne. C'est C'est ça, ça. australienne au départ, et donc qui est très très connue. Et donc eux ont aussi subi des forks, mais disons que Moodle c'est le même projet initial quoi. Les forks qui se sont produits depuis lors se sont séparés complètement du projet. Et donc nous en fait, on est un de ces forks qui s'est séparé du projet, sauf que dans notre cas en particulier, le projet Claroline de base est mort. Le projet Dokeos de base est mort, et donc on est le dernier projet sur cet arbre, enfin, la dernière branche vivante de cet arbre, et donc on est très vivant puisqu'on a cette grande communauté maintenant et ce logiciel qui continue d'évoluer très rapidement. Et alors il y a donc pour pas faire s'arracher les cheveux à la communauté de Claroline Connect, il y a un nouveau logiciel Claroline Connect qui naît de la communauté de Claroline, mais qui n'est pas lui-même un fork de Claroline au départ. Donc il fait pas partie de ce même arbre, même si la communauté elle-même a sauté d'arbre, quoi, on va dire, a sauté d'une branche à la branche d'un autre arbre. Donc tu dis que c'est une communauté vivante, multiculturelle. Il y a combien de langues actuellement qui sont intégrées dans Chamilo? Alors dans Chamilo, on supporte actuellement les traductions dans 56 langues, mais il faut savoir qu'il n'y en a qu'une quarantaine qui ont un support, je veux dire, acceptable, c'est-à-dire environ 80% des termes qui sont traduits. Voilà, 80% des termes, c'est largement assez pour utiliser la plateforme pleinement. Quand on parle des 20% restants, c'est souvent des petites parties d'explications plus étendues, etc., que les traducteurs préfèrent laisser pour plus tard dans leur travail de traduction. D'accord. C'est donc tu dis que Chamilo, la plateforme Chamilo, elle a 13 ans cette année. Comment elle a évolué au fil des années et est-ce que tu peux parler de certaines fonctionnalités clés de Chamilo qui distinguent Chamilo justement des autres plateformes que tu as évoquées? Oui, donc Chamilo propose une large gamme, on va dire ça comme ça, de fonctionnalités qui en font un LMS très apprécié en fait de la communauté. Euh, la principale qualité, je veux dire, c'est pas une fonctionnalité, mais la principale qualité de Chamilo, c'est que son interface est super conviviale. C'est-à-dire que ça permet de prendre en main l'interface, enfin une interface intuitive qui facilite la navigation pour les enseignants, pour les apprenants, enfin les enseignants. Quand je dis enseignants, je parle bien au sens large, hein, enseignants, formateurs, professeurs, etc. Euh, donc ça facilite la navigation pour les enseignants, les apprenants, ça rend l'expérience d'apprentissage beaucoup plus agréable et beaucoup plus accessible. Quand je dis beaucoup plus, c'est par rapport à des solutions similaires, quoi. C'est toujours évidemment par rapport à une solution papier, on parle toujours de différences énormes, mais en tout cas par rapport à des solutions similaires, Chamilo en général est considéré comme beaucoup plus intuitif, beaucoup plus convivial. D'accord. Donc Chamilo LMS, c'est une initiative avec une association européenne. Pourquoi la solution justement anglo-saxonne Moodle reste privilégiée dans certaines grosses organisations comme les universités par exemple? Alors ça, c'est une question historique, et une question un peu de monopole aussi, c'est-à-dire que Moodle a été créé en fait en 2002
Et Chamilo lui-même a débuté comme projet en 2010. Et donc, on part au départ avec un retard de 8 ans sur l'adoption, je veux dire, générale ou la popularité de la solution. Et Moodle est né directement dans un bain anglo-saxon qui, on le sait, hein, les anglo-saxons sont beaucoup plus euh, comment on dit ça, ils sont beaucoup plus loquaces au niveau marketing, etc. Ils parlent beaucoup plus des choses. Et donc, ça s'est réparti assez rapidement. Et puis de là, ça s'est traduit. Enfin, bref. Si on raccourcit un petit peu l'historique ici, en gros, on a une solution qui existe depuis plus longtemps et donc qui est plus populaire parce qu'elle est utilisée en plus d'endroits. Et malheureusement, c'est souvent les personnes qui choisissent la solution, enfin qui prennent la décision de choisir une solution ou l'autre, la choisissent souvent en fonction de ce que leur organisation précédente, leur employeur précédent utilisait ou ce que l'organisation concurrente utilise, etc. Et comme on a une majorité de base qui utilise Moodle, disons que c'est plus facile à justifier. On a moins de travail à faire, si on veut, en utilisant Moodle qu'en utilisant Chamilo, qui est le challenger, je veux dire, dans les circonstances dont on parle ici. C'est-à-dire que Chamilo est la solution un peu plus jeune, qui donne un petit peu plus de simplicité d'utilisation, mais la simplicité d'utilisation elle-même est un argument difficile à défendre par rapport au fait que, je sais pas moi, les 5 entreprises dans notre secteur utilisent déjà Moodle, quoi. Et si on veut utiliser Chamilo, bah oui, on peut utiliser Chamilo, c'est très bien, mais la personne qui va devoir défendre ce choix va avoir un travail plus important à faire que s'il utilisait Moodle. Donc c'est souvent un problème de paresse, je veux dire, des gens qui choisissent Moodle, simplement ils prennent la solution qu'ils ont vu être plus utilisée en général. Mais donc, en gros, si on compare un petit peu les deux, on poursuit des objectifs similaires, donc libérer l'éducation de la mainmise des solutions propriétaires, mais notre méthode est différente. C'est-à-dire que Chamilo se focalise sur la simplicité d'utilisation, alors que Moodle se focalise plus sur ce qu'on appelle la featureitis en anglais, donc le fait de vouloir développer plein de fonctionnalités tout le temps, et en fait on s'y perd un peu au final dans toutes ces fonctionnalités. Et ça a deux implications, enfin deux conséquences plutôt. C'est que Chamilo en général est plus simple à adopter pour le public des enseignants, des formateurs, parce qu'il est simplement plus convivial, etc. Puisque c'est notre focus. Et Chamilo est souvent aussi plus facile à maintenir sur le long terme parce qu'il combine pas autant de sources de développement différents, de tas de modules qui sont tous optionnels, etc. Chamilo, par exemple, offre une liste de plugins, mais les plugins sont directement contenus dans le logiciel lui-même, ce qui fait qu'ils sont mieux maintenus parce qu'on sait directement s'il y a un problème dans un plugin ou dans l'autre. Donc voilà, je veux dire, au final, quand on met à jour un portail Chamilo vers une autre version du portail Chamilo, on a rarement des problèmes de compatibilité de plugins, etc. Ce qu'on va souvent avoir avec Moodle. Voilà. D'accord, donc donc en fait Chamilo est parti un petit peu 8 ans après Moodle, donc ce qui fait qu'effectivement la communauté est un peu moins grosse, donc c'est un petit peu et peut-être que finalement les gens qui l'utilisent étaient déjà installés pour Moodle. On observe quand même que dans le sud de la France et en Espagne, notamment dans le sud de la France, je parle de l'Occitanie en région PACA, il y a énormément de Chamilo. Est-ce qu'on peut en déduire, et ça c'est une supposition, que c'est plutôt une plateforme qui est plutôt d'origine latine que plutôt justement anglo-saxonne, pour faire un peu un parallèle ou un contraste entre les deux? Alors la question ici c'est surtout je veux pas m'accaparer le scénario ici, mais donc en général, une des raisons pour laquelle ça a eu beaucoup de succès, et ça a toujours d'ailleurs beaucoup de succès dans le monde hispanique ou dans le monde latin, je veux dire, c'est que on a commencé, donc on a séparé le projet Chamilo du projet antérieur au moment où moi j'étais très actif en fait en Amérique latine parce que je vivais là-bas, et donc on a pris cette séparation, ce lancement de projet comme
gros défi et on a vraiment essayé d'en parler partout. Et donc, il se fait qu'à cette époque-là aussi, en Amérique latine, il y avait un grand vent porteur, je vais dire, pour les solutions de logiciels libres auprès des universités. Et donc, dans les universités, à cette époque-là, on parle de 2010 et un peu plus tard, enfin, disons de 2010 à 2014, il y avait énormément d'événements dans les facultés d'ingénierie, etc., parfois dans les facultés d'éducation, concernant le logiciel libre. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a participé à littéralement des centaines d'événements comme ça, et on a été parler de Chamilo. Et donc, ça a un petit peu lancé le projet lui-même. Et je pense que ça a mis des bases quand même assez fortes à ce niveau-là. Et alors, au niveau du développement maintenant, donc on a une partie des développeurs qui sont hispanophones au départ. Et donc ça veut dire que en fait nous dans le développement, un peu à la différence d'un projet comme Moodle, si on dirait qu'on va y revenir souvent, mais le projet Moodle est surtout anglo-saxon, c'est-à-dire que au niveau du développement, si on veut parler avec un développeur, c'est pratiquement toujours en anglais. Alors qu'avec Chamilos, on essaye d'être très clair dès que quelqu'un participe, communique avec nous, ils sont les bienvenus pour discuter de tous ces problèmes-là, soit en français, soit en anglais, soit en espagnol, éventuellement dans d'autres langues encore. Mais donc on essaye de vraiment ouvrir les portes à ce niveau-là aux contributions dans n'importe quelle langue. Parce qu'on se rend compte, en fait, ou moi je me rends compte particulièrement de ça, puisque d'abord, je suis belge au départ, et en Belgique, on a quand même 3 langues nationales, plus l'anglais qu'on utilise fréquemment, donc le multilinguisme est quand même assez fort. Mais quand on va en Amérique latine et qu'on y vit, on se rend compte qu'en fait, il y a très très peu de gens qui parlent anglais avec un bon niveau d'anglais, quoi. Et donc pour eux, c'est souvent une question d'être intimidé par le fait que pour pouvoir contribuer au logiciel libre, il faudrait qu'il y ait plus de projets qui acceptent des contributions en espagnol, par exemple. D'accord. Et là, on peut probablement dire la même chose du chinois, quoi. On est d'accord. Hein, si on est, enfin là, je connais pas parce que je suis pas allé vivre sur place, mais donc on a une communauté énorme là-bas, et je suis certain que si on avait la possibilité, nous, d'accepter des contributions en chinois, enfin des contributeurs en chinois, et de communiquer avec eux, de leur expliquer les choses, etc., on aurait beaucoup plus de contributions à ce niveau-là aussi. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Tout à en tout fait. cas, c'est pas spécifiquement. Donc, il faut aussi comprendre que, donc, en termes de vases communicants, je veux dire, comme il n'y avait pas énormément à ce moment-là de présence de Moodle dans le monde hispanique, ça nous a permis aussi de prendre une certaine Oui, bien place sûr. sur le marché. Et voilà. Donc maintenant, dans le monde anglo-saxon, évidemment, pour nous, c'est plus difficile de progresser que dans le monde francophone et hispanophone, puisque, a priori, il est déjà très occupé par Moodle. D'accord. Comment, du coup, la plateforme Chamilo LMS, on parle beaucoup d'interopérabilité, donc c'est-à-dire l'échange des contenus entre les plateformes de façon à ce qu'il y ait une pérennité, parce qu'on parle beaucoup de plateformes d'apprentissage, mais les contenus, c'est quand même le nerf de la guerre dans une plateforme d'apprentissage. Comment Chamilo se démarque et intègre ces normes d'échange? Alors, les plateformes libres en général ont toujours une tendance naturelle à intégrer des standards ouverts. Donc, il y a des standards et des standards ouverts. Hein. Donc, il y a beaucoup les standards ISO, etc. Enfin, c'est pas ouvert du tout en général. Il y en a très peu des ISO qui sont ouverts. Mais il y a d'autres standards plus dans le secteur de l'éducation qui sont ouverts, c'est-à-dire que on peut trouver les définitions des standards en ligne et on peut les adopter. Et on n'a pas besoin d'une entité, enfin de payer une entité d'audition pour avoir une certaine accréditation par rapport à un standard. Il suffit de l'implémenter. On a quelques outils pour vérifier si notre implémentation est correcte, etc. Donc en général, les plateformes libres ont tendance et ont un intérêt tout naturel à adopter ces standards parce que ça leur permet justement d'être d'être plus facilement interopérable avec d'autres systèmes déjà existants, et donc ça permet de gagner des parts de marché, d'intéresser plus de monde, etc. Donc en général, si on reparle du logiciel open source ou logiciel libre en général,
d'un côté, c'est intéressant d'adopter ces standards parce qu'elles veulent refléter cette philosophie ouverte des standards. Les plateformes ou les logiciels libres en général veulent refléter cette philosophie. Et c'est aussi important parce que le respect des standards ouverts, c'est un critère essentiel pour montrer on veut permettre d'adopter des standards qui sont en fait une somme de savoir partagé. Un standard, c'est un projet qui a été travaillé par des gens qui avaient une volonté de mettre des choses en commun, en fait. C'est ça un standard. Et donc, généralement, ces standards vont dans l'intérêt du public en général. Et évidemment, le logiciel libre va aussi dans l'intérêt du public général. Donc, ça vraiment, il y a une synergie naturelle entre ces deux-là. Et alors, pour Chameleon en particulier, donc tous les standards ne sont pas des standards d'interopérabilité en soi. Il y a parfois juste des standards de format qui sont pas spécifiquement qui n'ont pas vraiment un objectif d'interopérabilité. Mais il y a certains standards qui sont orientés à l'interopérabilité en particulier, comme SCORM, comme HACP d'AICC, comme XAPI, QTI, Common Cartridge, ICANN, qui est pas tout à fait un standard, mais ça permet d'échanger des formats de questions, Open Badge qui s'appelle maintenant Open Credentials, LTI, H5P, PENS, tout ça sont des standards qui sont déjà intégrés dans Chamilo et qui sont intégrés parce que on considère que c'est essentiel pour assurer un travail minimum de la part des utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir justement échanger des contenus avec d'autres systèmes sur lesquels ils ont fait leur contenu par ailleurs. Voilà. Donc est-ce qu'on peut exporter de Chamilo ces contenus au format SCORM? On peut exporter les formats de Chamilo au format SCORM 1.2, donc il y a plusieurs versions aussi dans le format SCORM. Donc, en fait, vous pouvez être producteur de SCORM, ce que fait pas, par exemple, Moodle. Parce que Moodle intègre les standards, mais ne permet pas d'exporter. Je ne sais pas si Moodle ne permet pas. Peut-être qu'un module de Moodle permet de le faire quelque part, mais oui. En tout cas, par défaut, c'est possible que non. Donc oui, on essaye de faire en sorte qu'on puisse non seulement intégrer des formats standards, mais aussi générer des formats standards pour pouvoir les échanger. Donc c'est pas une interopérabilité passive dans le sens où on ne fait pas qu'accepter des formats qui sont standards, on génère aussi ces formats. Et donc c'est le cas pour SCORM, c'est le cas pour Common Cartridge, c'est le cas pour ICANN, c'est le cas pour QTI, c'est le cas pour LTI, etc. Pour tous ces standards, on permet dans Chamilo de générer du contenu qui a été créé dans Chamilo sous la forme de ces standards-là, de telle façon qu'il soit exportable vers d'autres solutions. Donc ça, oui. C'est un point important puisque ça veut dire vous importez et vous exportez, ce qui est vraiment pas le cas des autres plateformes. Oui, en fait, oui, j'ai du mal à suivre tout ce qui se passe sur le marché des autres plateformes, mais en général, je veux dire, on essaye, on a un effort vraiment très actif d'essayer non seulement d'accepter ces formats, mais aussi de les générer de telle façon que personne ne soit attrapé, ne soit bloqué dans Chamilo, quoi. Voilà. Donc, parce qu'on considère que notre solution, elle est bonne et que donc on ne va pas essayer de bloquer les utilisateurs pour les empêcher de s'échapper, quoi. A priori, une fois qu'ils sont chez nous, ils y restent. Mais donc, juste pour reprendre l'interopérabilité, donc c'est un élément essentiel dans notre travail de développement, pas seulement, comme je dis, pas seulement passif d'accepter les formats, mais aussi actif de les générer. C'est un travail qui va bien au-delà des demandes qui sont financées par des clients éventuels, des fournisseurs officiels, des entreprises qui travaillent autour de Chamilo. C'est des investissements considérables. On parle de dizaines de milliers d'euros par an qui sont consacrés à l'implémentation de divers standards, et dont les standards d'interopérabilité que j'ai mentionnés, mais il y en a d'autres qui sont adoptés aussi. Donc, on a bien compris aussi que l'association était européenne. Il y a une autre initiative européenne qui est une nouvelle réglementation qui s'appelle la Cyber Resilience Act, le CRA. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Quelles seront les implications pour toi, pour Chamilo LMS? Alors, j'ai pas regardé la norme en détail, mais d'après ce que j'ai pu en lire, effectivement, c'est un petit peu...
c'est un petit peu inquiétant, mais voilà. En général, donc l'objectif de ce Cyber Resilience Act, donc CRA, on va dire CRA, hein, ça va être plus on va dire facile. CRA. C'est un objectif qui est certainement louable, qui est d'améliorer la cybersécurité des produits numériques en Europe. Enfin, les produits, les solutions qui sont produites en Europe. D'un point de vue sécurité en soi, Camilo lui-même a un suivi très sérieux. On a une je sais pas comment on dit ça, une security policy, un règlement, je veux dire, au niveau de la sécurité pour les développeurs, enfin que les développeurs doivent suivre au moment des développements. Il y a toujours des petits oublis par-ci par-là qui peuvent arriver, mais donc on a aussi un processus de révision des failles de sécurité et de correction des failles de sécurité qui est très actif, c'est-à-dire que parmi les solutions de e-learning, à ma connaissance, Jamilo est la solution la plus sûre, non seulement en nombre de failles détectées et corrigées, mais aussi en temps de correction des failles. C'est-à-dire qu'on se donne un délai maximum de correction des failles qui est de 7 jours calendrier pour toute faille rapportée à Jamilo. Donc, il suffit de nous envoyer un email à security@jamilo.org. Et dès la réception, on compte 7 jours calendrier, et avant la fin de 7 jours calendrier, on doit publier une correction pour cette faille. Alors, on a eu, je pense, une fois où on n'a pas pu la corriger entièrement dans les 7 jours, parce que ça couvrait beaucoup d'aspects différents. Mais voilà, on a en tout cas un objectif très clair à ce niveau-là, et c'est un objectif qui est beaucoup plus strict que les autres solutions qu'on retrouve sur le marché. Et ce qui fait qu'en fait, on est au courant, on n'a pas de contact directement, mais on est au courant que par exemple, il y a des sociétés d'aérospatiales avec des niveaux de sécurité extrêmement élevés qui utilisent Camilo, des sociétés du S&P 500, là, du Standard & Poor's 500, parmi les entreprises les mieux cotées en bourse, on va dire, aux États-Unis, qui utilisent Camilo parce que c'est une des solutions qui offre réellement un niveau de sécurité clair, transparent, on sait ce qui va se passer, on peut avoir des notifications par rapport aux failles de sécurité qui sont révélées, etc. Et on a à chaque fois une procédure de correction des failles de sécurité, une procédure urgente et puis une procédure plus complète, je veux dire, qui permet de mettre à jour la version de Camilo, etc., qui corrige toutes les erreurs. Mais bon, pour revenir au CRA, donc le Cyber Resilience Act, ce qu'on comprend en fait, c'est qu'il va y avoir une certaine quantité d'exigences administratives et techniques qui vont être rajoutées à la responsabilité des groupements, organisations, entreprises, je sais pas, ça dépendra des cas, qui développent du logiciel libre, enfin qui développent du logiciel en général, c'est pas seulement pour le logiciel libre, mais évidemment le problème c'est que le logiciel libre lui-même est un secteur dans lequel la gestion des ressources est tout à fait différente, et donc on peut pas vraiment, enfin, le logiciel libre lui-même est relativement mal préparé pour répondre à des normes qui imposent des frais administratifs considérables supplémentaires. Et donc ici, ça a l'air d'être le cas, c'est-à-dire que on entre un petit peu dans une logique qui serait la même logique qu'un ISO, une norme ISO, c'est-à-dire qu'il va falloir documenter continuellement, parce que les normes ISO c'est comme ça aussi, il faut renouveler ses validations tous les ans, etc. Ses accréditations, pardon. Et donc fournir en fait de la documentation supplémentaire sur des aspects qui sont pas forcément ce que le public attend en fait d'un logiciel libre. Donc ça correspond pas forcément directement aux besoins du public, mais pour répondre à la norme simplement, il va falloir documenter beaucoup plus de choses et passer par des processus de révision de cette documentation et de révision technique du logiciel, etc. Ce qui est très bien, hein, on est tout à fait positif par rapport au fait que rajouter des règles va augmenter la sécurité de tout le monde en général, et nous, on fera notre possible pour correspondre à toutes ces nouvelles demandes. Par contre, la partie documentation et accréditation est souvent une partie
qui est difficile à mettre en place au niveau du logiciel libre, simplement parce que d'un côté, le logiciel avance très vite, enfin le logiciel libre évolue très vite, très dynamiquement, je veux dire. Et donc on a des versions qui sont publiées, enfin il y a des logiciels qui publient des nouvelles versions toutes les semaines, quoi. Pour être clair, hein, mais il y en a d'autres comme nous, on publie une nouvelle version plus ou moins tous les 9 mois. Mais ça veut dire au moment de publier une nouvelle version, il va falloir rajouter une surcouche de documentation qui coûtera probablement des dizaines ou des centaines d'heures de quelqu'un de très spécialisé dans le sujet, qui nécessitera peut-être des réunions entre les personnes compétentes, etc., au sein du projet lui-même. Souvent, ce sont des personnes qui sont déconnectées, qui peuvent parler correctement par écrit en anglais, mais qui, au niveau de l'expression, je veux dire, au sein d'une réunion, etc., n'arrivent pas à s'exprimer correctement dans une langue commune, je veux dire. Donc, on a énormément de problèmes de cet effet de décentralisation des logiciels libres qui pourrait affecter la viabilité de répondre à une loi ou un ensemble de lois comme ça, quoi. Voilà. Et donc, pour être clair, si on veut parler de ça au sein de Chamilo, on aurait des ressources qui sont actuellement, des ressources financières qui sont actuellement dédiées à des développeurs, qui devraient être redirigées vers des auteurs de documentation technique, des profils qui sont difficiles à trouver, qui prennent du temps à s'adapter à la solution elle-même pour pouvoir la décrire correctement, etc. Ça veut dire que on doit réattribuer ces ressources, et donc on peut plus les attribuer aux développeurs à qui on attribuait ces ressources avant. Enfin, les ressources étant les mêmes, si on veut, toute chose étant égale par ailleurs, si on veut dédier des ressources à un documentateur technique, il faudra les retirer d'un développeur. Et donc ça veut dire qu'on aura possiblement l'impact de freiner le développement du logiciel pour pouvoir répondre à la norme. Voilà. Mais donc le seul échappatoire à ça, c'est si la documentation technique en soi devient rentable, c'est-à-dire qu'elle génère elle-même son propre revenu qui permettent de rémunérer la personne qui fera la documentation technique. Parce que le profil d'auteur technique de documentation, c'est pas un profil qu'on trouve communément dans les projets de logiciels libres comme des volontaires qui veulent contribuer au projet. Généralement, les volontaires qui veulent contribuer au projet sont soit, dans notre cas, soit des profs, soit des développeurs qui ont besoin de se faire la main sur un logiciel ou l'autre et qui utilisent des opportunités de logiciels libres pour travailler dans quelque chose qui les intéresse. D'accord, donc malgré que finalement les logiciels dans le monde aujourd'hui, 90% sont basés sur des librairies et des logiciels open source, donc on se demande trop déjà comment ils vont mettre ça en œuvre, mais pour retenir un petit peu dans tout ce que tu as dit, donc tu crains quand même qu'il y ait un ralentissement de développement ou un ralentissement en fait des contributions vis-à-vis de cette nouvelle couche administrative. Ouais, ça va dépendre exactement de comment on peut réussir à implémenter ça. Alors, on pourrait imaginer que c'est une bonne opportunité pour l'intelligence artificielle pour réduire les coûts de documentation si on arrive à trouver un système qui arrive automatiquement à analyser une solution et répondre directement de façon automatisée, je veux dire, à la norme en publiant toute cette documentation. Mais au-delà de la documentation elle-même, il reste quand même une partie budgétaire importante pour l'accréditation. S'il y a effectivement un processus d'accréditation auprès d'organisation d'accréditation, il faut savoir que généralement, ça représente des coûts importants, quoi. C'est-à-dire qu'il faut compter plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour répondre à une norme tous les ans. Donc, ça rajoute un poids administratif important, financier important, et administratif. C'est de l'administratif qui génère du financier, quoi. Mais voilà. Donc, on espère que ça n'aura pas d'impact parce que le projet de Chamilo continue de croître et au final, ce sera peut-être absorbé dans la croissance du projet, etc. Mais voilà, ça veut dire que de toute façon, on génère un coût là où il n'y en a pas pour l'instant. Et tu parles d'intelligence artificielle. Donc, je crois que tu as intégré... vous avez commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans Chamilo à partir du mois de janvier. Ouais.
Juste en parlant de l'intelligence artificielle, quand on a parlé sur le terrain, lors de tes différents événements, quels ont été les retours du terrain? Est-ce qu'il y a des craintes vis-à-vis de cette technologie? Alors, il y a toujours des craintes. Juste comme anecdote par rapport aux événements eux-mêmes, dans lesquels on en a parlé, on a vu de tous les types de réactions. En fait, et une des réactions qui était pas mal, qu'on se trouve assez sympa, c'est une des personnes qui était présente dans l'assistance qui ouvrait la bouche progressivement de plus en plus au fur et à mesure que je montrais les différentes choses qu'on avait fait, les différents exemples de ce qu'on pouvait faire maintenant avec Chamilo. Mais voilà, c'est très impressionnant l'effet que ça peut avoir. On va en reparler tout de suite. Mais donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des craintes par rapport à cette technologie? Oui, certainement. Mais si on revient un petit peu sur l'historique du projet, on a eu toujours, des craintes à toutes les époques. En 2006, les profs étaient plus on a peur que le LMS nous remplace, tout simplement. D'accord. Le fait qu'il y ait une plateforme e-learning, on va tous nous remplacer par une plateforme e-learning qui va donner les cours automatiquement. Et puis voilà. En 2012, plus ou moins, c'était la peur des MOOC, qui étaient, les cours massivement en ligne, etc., et la vidéoconférence qui commençait à être plus popularisée, qui commençait à être plus réaliste à mettre en œuvre dans une classe. Qui tout d'un coup menaçait la profession d'enseignant. Et un peu plus près, en 2018, on parle de l'utilité de l'éducation supérieure qui n'est pas super alignée aux besoins du secteur professionnel, etc. Et que du coup, des plateformes de cours en ligne comme Coursera, Udemy, edX, etc. Pourraient remplacer l'éducation supérieure. On a toujours eu des craintes. Aujourd'hui, on s'inquiète de ce que l'intelligence artificielle, avec des grands titres racoleurs du genre ces métiers vont bientôt disparaître à cause de l'intelligence artificielle, etc. Oui, il y a des craintes et des risques qui sont réels à long terme, mais c'est important de comprendre l'importance de rester informé comme enseignant ou comme formateur par rapport à ces outils pour améliorer ou optimiser son travail, plutôt que simplement baisser les bras et dire je vais être remplacé demain par une intelligence artificielle. On n'en est pas encore là. Si on regarde maintenant les résultats, donc par exemple avec ChatGPT, si on lui pose des questions, on se rend compte rapidement qu'il y a, je sais pas, entre 10 et 40% des réponses qu'il donne qui sont incorrectes, quoi. Donc on peut pas se baser là-dessus pour apprendre, pour faire de l'apprentissage. On suppose que ça va évoluer avec le temps, mais bon, l'intelligence artificielle reste une espèce de boîte noire qui n'est pas comprise par la grande majorité des gens, et même les spécialistes qui y travaillent disent eux-mêmes qu'ils sont pas capables de décrire exactement la raison pour laquelle une intelligence artificielle ou un modèle, un grand modèle de langage, un large language model ou LLM qui sont ChatGPT, Bard, etc. Ils sont pas capables d'expliquer comment est-ce que ce système arrive à une certaine conclusion, quoi. Quand ils vont nous donner une réponse, comment est-ce qu'ils sont arrivés à nous donner cette réponse-là? Voilà, on considère que ça fait pas partie du débat de l'intelligence artificielle et que ce qu'il faut juste est vérifier par rapport à des benchmarks, des modèles d'évaluation, en disant tiens, est-ce que maintenant c'est meilleur qu'il y a 3 mois? Et sur base de ça, on arrivera à un moment, théoriquement, à un moment où ce sera parfait, ça pourra répondre à tout de façon supérieure à l'être humain. Voilà. Mais donc, en général, ce qu'on dit souvent dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est que c'est pas l'intelligence artificielle qui vous prendra votre travail, c'est un collègue qui sait mieux utiliser l'intelligence artificielle que vous. Et donc c'est surtout ça, c'est surtout rester dans le bain, essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, pouvoir l'utiliser pour optimiser son travail. Voilà. D'accord. Et du coup, donc l'intelligence artificielle, terme un peu générique, a été intégré donc dans Chamilo LMS en janvier, si je crois bien, pour les 13 ans de Chamilo LMS. C'est un signe. Comment c'est intégré concrètement dans Chamilo?
Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est une introduction douce et précise de l'intelligence artificielle. On va aller directement vers quand je parle de précision, on va directement parler de ce que c'est. On intègre ici, dans notre cas, on a intégré uniquement pour l'instant ChatGPT. Qui demande une souscription. Donc, au niveau de l'institution qui va utiliser Chamilo avec l'intégration avec ChatGPT, elle doit souscrire au service de ChatGPT, mais c'est extrêmement bon marché par rapport à ce que ça apporte. Mais donc, nous, à l'opposé de Moodle, qui propose par exemple un module ChatGPT qui permet bêtement de discuter avec ChatGPT dans l'interface de Moodle, nous, on a décidé de faire ça de façon beaucoup plus précise. C'est-à-dire qu'on a intégré des fonctionnalités qui permettent par exemple à ChatGPT de pré-générer des questions d'évaluation, de tests, parce qu'on sait que c'est un des éléments les plus compliqués et les plus énergivores dans un cours, pour un enseignant, pour un formateur. Et donc maintenant, au lieu de passer de 1 à 2 heures par question, parce qu'on considère généralement que en comptant les révisions, etc., si on veut inclure une question dans un test qui en comprend plusieurs et sans avoir de répétition et en ayant le même niveau de complexité de toutes les questions, etc., il faut compter au moins 1 heure et souvent 2 heures par question. On peut simplement maintenant demander à ChatGPT de pré-générer 10 questions, par exemple. Il fera ça en environ 60 secondes. Par rapport à 10 questions de 2 heures, ça fait 20 heures, quoi. On fera ça en environ 60 secondes. Et puis, on révise ces questions. C'est-à-dire que nous, en tant que prof, on va réviser ce qu'il a fait parce que souvent, il va se planter, il va dire des trucs qui sont des énormités incroyables. Ouais. Ou même l'approximatif. Donc, on parle souvent de, comment ils disent ça en anglais, les rêves des intelligences artificielles. Des hallucinations. Des hallucinations, voilà. Donc en fait, le modèle de langage va penser que la réponse qu'il nous donne est correcte, mais avec un niveau de certitude époustouflant qui va avoir tendance à nous convaincre en fait. Donc si on connaît pas bien la matière, on va être tout à fait convaincu qu'il a raison parce qu'il le fait avec une confiance en soi incroyable, avec la formulation correcte pour vraiment faire croire que c'est vrai, quoi. Mais donc, ça arrive, ce genre de choses-là, de nouveau, entre 10% et 40% des fois. Donc, il reste un travail à faire de révision. Mais par contre, le travail de révision prend plutôt 5 minutes par question que 2 heures. Et donc, on gagne au niveau de la composition de la question au moins un facteur 10 en production du contenu d'évaluation. Donc, on dit, au lieu de prendre 2 heures, on va prendre 12 minutes peut-être, voilà, ou au lieu de 1 heure de 60 minutes, on prend 6 minutes pour faire la révision d'une question. Et donc on a un gain de temps impressionnant. On peut lui demander aussi, donc nous ça a été la version 1.11.20, et maintenant dans la version 1.11. Non pardon, je me trompe, 1.11.18, on a publié ensuite la version 1.11.20 qui contient aussi la possibilité de composer des cours en fait. Donc au-delà de composer des questions, on peut demander à ChatGPT, par exemple, de nous créer un cours en 12 sections qui comprennent environ 500 mots, quoi. Des trucs typiques qui fonctionnent très bien, c'est de nous parler de l'histoire du peuple romain, par exemple. D'accord ? Parce que ça, c'est des trucs où il n'y a pas tellement de variations. Donc, il faut comprendre, hein, ces modèles de langage sont entraînés sur des données qui viennent d'Internet. Et donc, plus le sujet est contesté sur la toile aujourd'hui, plus ChatGPT va avoir tendance à avoir des hallucinations. C'est-à-dire à prendre le parti d'une ou l'autre de ces réponses qu'il a trouvées sur Internet, qui sont pas forcément réalistes du tout. Mais voilà, en tout cas, si c'est un sujet historique qui est communément accepté, du genre le peuple romain ou enfin des trucs comme ça. Ça va être très très fin et très détaillé. On a fait un test quand on était au Chamilo Camp de Strasbourg par rapport à l'histoire de Strasbourg pendant la guerre en 1943 ou un truc comme ça, de nous faire un cours en fait sur la situation de Strasbourg en 1943. Et moi, je suis pas pro en histoire de Strasbourg en 1943, mais il y avait des gens sur place dont c'était le domaine, et eux ont regardé les questions, ils ont fait oui, non, c'est vraiment bien, quoi. Le niveau des questions est vraiment très clair. Et puis on peut demander des trucs, on peut
peut lui demander de raffiner, de dire comment est-ce que tu poserais la question à un enfant de 8 ans, quoi, par exemple. Et alors, il diminue la complexité, je veux dire, de la formulation, etc. Donc, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien aussi pour la composition, donc, de cours. Mais l'idée, c'est qu'il faut de toute façon réviser. Et donc, de toute façon, le prof ne perd pas son job. Il est plus efficace à son travail. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire plus de choses plus rapidement ou mieux faire les choses. C'est-à-dire qu'il peut avoir une trame de base qui va être créée par ChatGPT et puis par la suite, aller lui-même rajouter des sections qui lui semblent plus importantes, etc. Donc, il évite toute la partie rébarbative du travail, quoi. Donc, à l'avenir, nous, on espère permettre aux enseignants et aux formateurs aussi de générer des illustrations thématiques dans leurs cours en quelques secondes, quoi, de faire la correction de la prononciation des étudiants, tout ça a un coût pour l'organisation qui va implémenter Chamilo avec ce connecteur IA, mais un coût qui reste mineur, quoi. Si on parle d'un cours de 6000 mots, enfin, je disais 12 sections de 500 mots, si on part d'un cours comme ça, bah, ça va coûter moins de 1 euro pour générer ce cours, quoi. Donc, c'est vraiment mineur, sachant qu'il faut, de toute façon, le réviser, etc. Et donc, ça va nous mener à une plus grande productivité, et donc plus de temps pour améliorer la qualité des cours. Et ça s'inscrit directement dans l'objectif de l'association Chamilo, qui est officiellement, entre guillemets, améliorer la disponibilité d'une éducation de qualité partout dans le monde. Parce que ça rend l'éducation plus de qualité, et ça la rend plus facilement disponible parce qu'on a une augmentation de productivité. Ah, tu parles de disponibilité, on parle beaucoup d'accessibilité et d'inclusivité ces derniers temps. Notamment, j'en discutais avec une entreprise qui s'appelle Lisio, qui s'occupe un petit peu justement de faire des plugins pour rendre accessibles en fait les contenus du web aux personnes en situation de handicap, avec des difficultés, par exemple des zones à bas débit, des langues étrangères, de la dyslexie, du daltonisme, des troubles du tremblement même. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous intégrez à la base dans Chamilo? Est-ce que c'est quelque chose que vous développez dans Chamilo ou même en général? Quel est ton avis sur l'accessibilité et l'inclusivité? Alors, mon avis en général, c'est enfin, la plupart de ces problèmes, en fait, sont en voie de résolution, ou la vitesse de résolution, en tout cas, de ces problèmes s'accélère. Au niveau enfin, si on reprend, tu as mentionné quelques éléments, hein, pour les handicaps, en général, on a de plus en plus de mécanismes de type d'interface ou de dispositifs, enfin, d'interface humain-machine, qui permettent de réduire les coûts et augmenter l'efficacité de ces systèmes pour pouvoir justement les utiliser plus facilement. Il y a des avancées dans tous les sens pour l'instant avec ça. L'intelligence artificielle va certainement aider aussi à ce niveau-là. On a les difficultés d'accès par les seniors, tu vois, le fait que les personnes plus âgées ont plus de difficultés avec les interfaces. En général, on voit quand même une simplification des interfaces au niveau, enfin, les smartphones, l'invention des smartphones en soi, le fait que ce soit tactile, d'arriver facilement avec 1 pouce ou 2 à faire la plupart des opérations. On voit, enfin, si on analyse réellement l'évolution des applications, on voit quand même que quand une application est faite pour un dispositif mobile, elle est pensée d'une façon différente qui augmente l'accessibilité, parce qu'on ne demande plus d'interagir avec une souris plus un clavier avec une multitude de touches sur le clavier, etc. On arrive à se passer de tout ça et dire voilà, avec 2 doigts c'est suffisant, quoi. On a des appareils, enfin, pour les gens qui sont des paraplégiques, etc. On a quand même pas mal d'appareils maintenant qui permettent de suivre le mouvement des yeux, le mouvement de la bouche, etc. pour leur donner accès. Donc, il y a des solutions par rapport à ça. Moi, je reprends souvent un niveau plus simple pour les seniors, un exemple. Enfin, je reprends souvent comme exemple ma mère et ma grand-mère, qui sont nées, elles, pardon, à une époque où les ordinateurs n'existaient virtuellement pas. C'est-à-dire qu'il y avait des machines, quoi, mais c'était pas vraiment des ordinateurs personnels. Et maintenant, bah, ces personnes-là peuvent communiquer avec nous sur leur smartphone, avec des applications de chat, etc., quoi. Donc, ce qui n'aurait pas été évident il y a 10 ans, quoi.
Ça devient vraiment plus facile d'accès. Alors pour les zones de bas débit, il y a de plus en plus de solutions satellitaires maintenant qui permettent à des prix raisonnables d'avoir du haut débit dans des zones complètement retirées, tant en France qu'en Mongolie, etc., où ça devient plus un problème. Enfin, on transfère en fait le problème d'un problème technique à un problème plus économique qui lui-même peut être pris en charge par des communautés maintenant. Donc c'était difficile évidemment avant pour une communauté de dire on va enfin, on a autant de personnes rurales, etc. On va leur tendre des câbles à chacune. Ça représente des coûts énormes. Et maintenant, on parle d'abonnement à 60 euros par mois où on a une possibilité d'avoir du Internet au débit sans avoir un seul mètre de terre à bouger, quoi. J'avais discuté avec un membre de l'association pendant un salon professionnel qui m'avait dit que Chamilo permettait de télécharger les ressources pour les consulter sans Internet. C'est ça. Donc, je veux dire, on aimerait que ce soit encore mieux, mais ça permet déjà pour certaines ressources de faire du téléchargement. Donc, ce qu'on appelle les parcours dans Chamilo sont des ressources séquentialisées, je veux dire, qui nous permettent de suivre un cours dans un ordre bien particulier. Ces trucs-là, on peut les télécharger sous forme de. En fait, on utilise on hack un peu le format SCORM et on rajoute à ça un petit complément qui permet de lancer ça en local et donc de suivre ce contenu localement. Ouais, c'est ça. Et donc ça permet d'éviter le problème de non-connexion. Mais il faut savoir aussi que Chamilo, de la même façon qu'on porte une attention toute particulière à l'usabilité et la convivialité du logiciel, on porte une attention toute particulière, et ça vient aussi du fait qu'on a été très actif pendant très longtemps en Amérique latine, où il y a pas mal de pays qui sont encore catégorisés dans les pays du tiers-monde, où les connexions Internet peuvent exister, mais sont extrêmement mauvaises, quoi. Et donc, dans ces cas-là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré au niveau du logiciel qu'il y ait tous les outils nécessaires pour rendre l'utilisation d'un logiciel d'apprentissage comme Chamilo plus facile à distance sur des mauvaises connexions que ce que ce serait avec une autre solution. Donc, compression des données, résolution moins élevée, etc. Enfin, il y a toute une série d'outils qui permettent de mise en cache, qui permettent de réduire l'utilisation de bande passante et donc de passer outre des problèmes de ce genre-là. Voilà, mais ça demande un peu de préparation au niveau des administrateurs de la plateforme, puisque c'est pas un mode par défaut, puisque souvent on veut aussi maintenant, on a la dualité, quoi. D'un côté, on veut avoir des personnes qui ont une faible bande passante qui puissent accéder à leur contenu. D'un autre côté, on a des entreprises qui veulent passer du contenu d'une super qualité. Et du coup, c'est ces deux modalités qui s'opposent un petit peu. Donc, on permet tout ça, quoi. Voilà. Et je sais pas, reprendre sur le terme, sur la question de l'accessibilité. Il y a des progrès au niveau des langues aussi. On a des applications gratuites maintenant qui permettent d'apprendre plein de langues. Au niveau de la dyslexie, il y a toute une série d'organisations qui font des efforts. On a IBM qui vient de sortir, je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine passée, des fontes de caractères qui sont plus lisibles pour les personnes dyslexiques, qui sont sous licence libre. Donc on pourrait voir apparaître dans Chamilo bientôt. Pour le daltonisme, il y a des standards qui existent pour réduire la friction, je dirais, permettre une meilleure lisibilité des pages. Et puis on a des outils comme celui que tu mentionnais, qui permettent de s'intégrer, puisque Chamilo est tout web, c'est-à-dire que on suit des standards pour mettre à disposition les cours, etc., au travers d'un navigateur. Il suffit en fait d'un autre outil qui utilise aussi des standards et qui sache utiliser ces standards au sein d'un navigateur pour pouvoir améliorer la lisibilité, l'utilisabilité de cette plateforme pour des personnes qui ont des difficultés de toutes sortes. Si on continue sur le chemin des fonctions et des améliorations, est-ce que tu peux nous parler des améliorations qui sont à venir dans le logiciel Chamilo dans les années à venir, ou peut-être dans les mois à venir? Je devrais dire, on ne commande pas sur les projets de fonctionnalités futures, mais mais je suis pas encore comme ça. Donc on a, alors pour l'instant c'est un moment un peu compliqué parce que ça fait plusieurs années qu'on prépare une version 2.0 de Chamilo. Actuellement nos ressources sont
environ 90% pardon, dédié au développement de Chamilo 2.0. Et donc, ça veut dire qu'on a ralenti un petit peu le développement de la version 1.11 et on attend de terminer cette version 2.0 pour pouvoir démarrer les développements d'une série de projets qu'on a déjà analysés et qui attendent justement cette version 2 pour pas faire double développement, quoi. Et donc, voilà, il faut savoir que pour la version 2.0, l'effet principal qui va être visible, c'est un changement d'interface. Donc, en résumé, on élimine la barre de menu supérieure et elle passe sur le côté, je sais pas comment on va voir sur la vidéo, mais sur le côté gauche de l'utilisateur, de l'écran de l'utilisateur. Et on a une interactivité un peu plus rapide avec l'utilisateur, c'est-à-dire que les choses vont bouger un peu plus vite. On recharge pas toujours la page entière, etc. pour changer d'outils dans Chamilo ou de contenu. Et alors une fois que ce sera fait, donc là on parle des versions qui vont venir à partir de 2024, on aura des améliorations qui vont commencer à apparaître dans le domaine de la simplicité de création et d'intégration de contenu, parce qu'aujourd'hui on a une solution niveau auteur qui n'est pas super avancée, hein. Ça reste du HTML qu'on édite dans un éditeur WYSIWYG, comme on dit, un petit éditeur en ligne un peu type Word. Donc on espère intégrer différentes solutions comme Chamilo Studio qui permet de faire de la création un peu plus dynamique de contenu. On va voir de l'intégration de dernières versions de technologies de pointe au niveau, par exemple, de la vidéoconférence. On va avoir plus de possibilités d'automatiser des actions de formation, donc de dire je prévois que je vais faire tel truc dans 3 semaines, permettre de rapidement automatiser ça, mais aussi pas seulement d'automatiser un message qui est envoyé à l'apprenant, mais automatiser une réaction, donc prendre une action dans le cours dans un certain temps, une meilleure intégration des badges et des badges qui symbolisent des compétences, hein, parce que je parlais du standard Open Badge avant, on parle de ça, et de la gamification ou la ludification, donc faire en sorte qu'on puisse récompenser, on puisse valoriser le fait qu'un utilisateur revient fréquemment dans son cours, etc. De la co-création de contenu, donc permettre à différentes personnes de travailler ensemble sur de la création de contenu, de la reconnaissance vocale, etc. Voilà, donc la liste d'améliorations qui reste est assez longue. Effectivement, je vois ça. Elle est disponible en ligne. Notre problème, en fait, c'est pas tellement un problème d'idées ou de volonté, c'est vraiment un problème de ressources. Donc, il faut pouvoir développer toutes ces nouvelles fonctionnalités. L'association Chamilo est extrêmement limitée en ressources, donc elle dépend beaucoup de ses partenaires, de ses fournisseurs officiels qui eux-mêmes font des développements dans le logiciel et qui les contribue publiquement. C'est ce que l'association fomente évidemment, hein. Donc l'association essaye de faire en sorte continuellement que ces fournisseurs officiels contribuent des éléments au logiciel Chamilo. Mais voilà, donc en général, si on pouvait dire tiens, on a un budget illimité, on pourrait travailler à beaucoup plus de personnes et on aurait probablement encore pour quelques années de travail avant d'arriver au bout de nos idées. D'accord. Alors, on a parlé beaucoup logiciel, beaucoup technique, beaucoup logiciel open source, mais bon, c'est l'association Chamilo, c'est aussi une communauté d'êtres humains. Comment elle se rassemble, comment elle partage, comment elle échange cette communauté? Alors, généralement, la base, c'est le forum de Chamilo. Donc ça, il y a souvent des interactions qui se font là au début. Il faut savoir que le forum de Chamilo, il faut le savoir, c'est indiqué hein, dans l'inscription, mais ça demande la création de compte demande une validation qui prend souvent 24 à 48 heures. Donc c'est un tout petit pas un peu, je veux dire, rébarbatif au début. Mais ensuite, on a accès au forum de Chamilo avec toutes les questions, toutes les réponses, évidemment, toute la communauté francophone, anglo-saxonne, hispanophone, etc. De Chamilo pour nous aider à utiliser Chamilo au mieux. Mais en dehors de ça, effectivement, on se réunit de plus en plus fréquemment, en fait. Donc, depuis fin 2022, on a décidé de faire des réunions dans la francophonie, en tout cas mensuelles,
C'est-à-dire que tous les mois, sauf exception, donc je crois que le mois d'août, on fait une pause parce que c'est les vacances, quoi. Euh, mais donc tous les mois, on se réunit à différents endroits de la francophonie européenne pour l'instant. On verra si on fait ça au Canada à l'avenir, mais euh, ou en territoire d'outre-mer. Mais on se réunit dans ce qu'on appelle les Chamilo Camp. Alors les Chamilo Camp sont des réunions assez courtes, hein, on parle de 3 heures, qui se font dans différents endroits de France ou de Belgique, euh, peut-être bientôt en Suisse. Et ce qu'on fait, en fait, ce sont des réunions ouvertes, c'est-à-dire qu'elles sont gratuites. Tout le monde peut y participer. Il faut s'inscrire simplement avant de venir. Et pendant 3 heures, on essaye d'avoir toujours quelqu'un, enfin au moins une personne qui fait partie de l'équipe de développement de Chamilo pour que puisse répondre à des questions plus techniques par rapport à Chamilo même. Et donc pendant ces conférences-là, généralement, c'est pas super préparé, c'est-à-dire que on propose des thèmes, mais souvent on dévie. Et c'est un petit peu, enfin moi je participe à beaucoup d'entre elles évidemment, et c'est un petit peu mon plaisir à ce moment-là, c'est de dévier justement parce que ça nous permet de toucher des sujets, des thématiques qui sont beaucoup plus intéressantes pour les personnes qui sont présentes. Ce sont des réunions qui sont assez petites, hein. En général, on parle de entre 5 et 15 personnes qui vont se présenter. Pour l'instant, en tout cas, C'est une généralement, sorte ça de grandit. des mini forums, mais en vrai, humain, C'est en ça, présentiel. c'est ça. Mhm. Et donc D'accord. parfois, pendant ces sessions-là, on présente des nouvelles fonctionnalités. Parfois, on discute de fonctionnalités qui existent depuis 10 ans et qui sont très peu utilisées. On révise le fonctionnement de certains modules, etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter à ce moment-là. Par exemple, un exemple très concret, dans le dernier Chamilo Camp qui a eu lieu à Namur en Belgique, on a parlé du fait qu'il y a donc dans le Chamilo un type de question qui est de compréhension à la lecture. Et ça fonctionne comment ce type de question? Ben, on a un texte qui est flou et puis on a une petite fenêtre de texte claire qui circule sur ce texte flou et qui nous permet de lire le texte à une certaine vitesse préétablie. D'accord? Et donc, nous, on propose dans Chamilo 5 vitesses préétablies. 5. Je montrais 4. 5 vitesses préétablies qui sont, je sais plus, 30 mots par minute, 60 mots par minute, 100, 150 et 300, hein, quelque chose comme ça. Et en discutant de ça lors de la dernière session, une des personnes présentes nous a dit, bah tiens, c'est marrant parce que dans le référentiel euh, belge francophone d'enseignement de langue française, on a les vitesses 70, 110 et 170 qui sont pas les vitesses proposées dans Chamilo. Et donc, comme conséquence de cette réunion, on a rajouté une fonctionnalité dans Chamilo qui permet de choisir ses propres vitesses de lecture. Et donc maintenant, comme conséquence d'une petite réunion sans grandes ambitions, sinon communiquer simplement autour de Chamilo, on a une nouvelle fonctionnalité dans Chamilo qui permet à Chamilo d'accepter ce référentiel, enfin d'être compatible avec ce référentiel langue française en Belgique. Et en France, a priori aussi, s'il y a un référentiel similaire, ça je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est les événements Chamilo Camp. Et alors en dehors de ça, on a les événements Chamilo Conférence qui, eux, se déroulent une fois par an. Et qui sont des événements beaucoup plus je veux dire professionnels, c'est-à-dire que le public qui assiste, c'est principalement des personnes qui ont en charge la gestion d'un projet d'e-learning au sein de leur organisation. Ça peut être des petits projets comme ça peut être des énormes projets. On a des personnes qui vont venir cette année qui sont responsables d'organisations qui ont 40 000 personnes étudiants dans un système Chamilo. Donc on parle un peu toutes les dimensions, mais vraiment orienté plutôt gestionnaire de projet ou responsable de départements, ressources humaines, etc., qui se réunissent. Ben, on parle de ça aussi au niveau académique, hein, c'est-à-dire qu'on a des responsables d'académie, par exemple, en France, qui viennent. Cette année-ci, c'est particulier puisque ça se déroule en anglais, en espagnol et pas en français. L'année passée, c'était en français. Et donc cette année-ci, ça se déroule à Valencia, en Espagne, sur le bord de la côte méditerranée. Donc. Et c'est en octobre, si je ne me trompe, c'est 18, 19 et 20 octobre. Si jamais vous voulez en savoir plus, il y a conférence.chamilo.org
qui est le site web de référence pour l'événement. Et donc, vous pouvez réserver. Donc là, l'événement lui-même, dans ce cas-là, est payant. L'entrée est payante. Il y a différents tickets, différents niveaux d'accès selon ce à quoi on veut participer. Et donc, de toute façon, même si votre niveau d'anglais n'est pas excellent ou notre niveau d'espagnol n'est pas excellent, ne vous inquiétez pas. Il y a de toute façon des francophones qui participent à l'événement et des organisateurs qui sont francophones. Il y a aussi, la plupart des présentations sont soutenues par des diapositives qui sont très explicites. Donc, même si vous comprenez pas ce qui est dit, c'est facile de comprendre rien qu'au travers des diapositives. Voilà. Et donc, je vous recommande chaudement, en tout cas, si ça vous intéresse, de participer à l'événement, puisque cet événement, comme je dis, c'est une fois par an, et c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment la culmination des 12 derniers mois de travail dans Chamilo, etc., parce qu'on voit vraiment des personnes qui l'utilisent de façon intensive, qui utilisent des trucs, des façons d'utiliser, qui ont des façons d'utiliser qui sont assez surprenantes parfois, qui nous donnent un feedback aussi au niveau return on investment, retour sur investissement, de nous dire, bah voilà, la solution elle-même, l'implémentation, ça nous a coûté autant, par exemple, mais ça nous a rapporté, on calcule que ça nous a rapporté autant. C'est aussi ce genre de sujet-là qu'on touche dans ces événements. On a vu qu'il y avait donc une forte activité en francophonie. C'est quand le prochain Chamilo Camp en France? Le prochain Chamilo Camp en France, ça c'est à Bordeaux en septembre. Et alors, pour en savoir plus, je pense que les événements sont uniquement rapportés sur le site de Business, qui est un des fournisseurs officiels de Chamilo, qui est l'entreprise qui organise un grand nombre d'entre eux. Et donc, si vous allez sur le site de business.com, business, c'est B-E-Z-N-E-S-T, comme un nid d'abeille, .com. Là, vous allez sur la partie francophone, donc espace en français ou /fr. Et puis là, il y a un petit menu qui dit événements. Et là, vous allez retrouver tous les Chamilo Camp qui sont prévus prochainement. Donc, pour celui de septembre, c'est le 12 septembre. Le 12 septembre, ok. Voilà. Et ça commence à 10h du matin, ça termine vers 15h. Il y a une petite pause midi et ça se passe avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est utilisatrice de Chamilo, et voilà. Donc c'est bien, c'est formidable de voir une communauté aussi vivante, surtout francophone. Avant de conclure, est-ce que tu as un message que tu souhaites transmettre aux utilisateurs de Chamilo, à notre audience? Eh bien, d'abord, je tiens à remercier tous nos utilisateurs, contributeurs, sponsors, partenaires, etc., qui rendent Chamilo possible, parce que c'est un projet comme ça, c'est pas toujours facile à gérer, puisque au final, on parle souvent de rendre un logiciel, de le rendre bien commun, quoi. C'est-à-dire c'est apporter un bénéfice à l'humanité. Qu'on n'est pas obligé de faire en fait, soyons clairs. Je veux dire, c'est vraiment un effort à la base des personnes qui lancent le projet et qui décident que ce projet doit avoir une certaine durée de vie, etc. Et donc on fonde une association pour ça, pour le défendre, etc. Mais après, évidemment, c'est très important d'avoir toute cette communauté utilisateurs, contributeurs, sponsors, partenaires pour pouvoir maintenir ce projet et le faire grandir. Notre engagement envers notre projet open source est essentiel pour faire de Chamilo une plateforme d'apprentissage en ligne de qualité qui soit accessible à tous. On continue à travailler dur pour améliorer Chamilo tout le temps, on continue, et on encourage ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme à la découvrir et à rejoindre notre communauté. Merci beaucoup Yannick d'avoir pris le temps de discuter avec nous et notre audience aujourd'hui. On souhaite beaucoup de succès pour promouvoir l'apprentissage en ligne à travers Chamilo. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être ici. Prends bien soin de toi et je vous souhaite à tous de continuer à apprendre en ligne avec Chamilo.